Bonsoir, bienvenue au Centre d'universalité. Moi, je vous le dis personnellement, là, et le titre d'asseoir l'autonomie, je pense que s'il y a quelque chose qui nous amène, ça peut être une porte qui nous amène vers l'universalité. Disons que pour aborder ce sujet-là, il est assez vaste, là, on va y aller directement. Si je regarde, je fais un lien avec la conférence que tu vas faire, Daniel, la semaine prochaine, où tu vas parler de la guerre des égos. L'autonomie, la personne qui est autonome, comment qu'elle réussit à rester centrée à travers tout ce tiraillement des égos? Des égos extérieurs à lui, puis des égos, ton propre égo aussi intérieur qui... Ben, la personne qui est autonome, si elle est autonome, de toute façon, elle ne se tiraille pas entre un égo et un autre. L'autonomie, c'est un caractère ou encore un effet de l'évolution qui peut être vécu si seulement et seulement si il est compris par une personne qui connaît les différences entre une destinée et un libre arbitre. Être autonome, cela veut dire, premièrement, cela pourrait vouloir dire du moins qu'on a un libre arbitre. Et l'homme n'a pas de libre arbitre. Alors, ce qui fait que si on parle encore de la guerre des égos, comme tu veux un peu, disons, amener le sujet ce soir, la personne qui est autonome, c'est une personne qui n'a plus d'ego. Donc, évidemment, qui est libre de la guerre des égos. La personne qui est autonome, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par autonomie. L'autonomie, parce que si je commence à élaborer directement sur l'autonomie réelle, on ne pourra pas nécessairement suivre, étant donné qu'on part déjà avec une idée de ce que devrait ou de ce que pourrait être l'autonomie. L'homme qui est autonome a des accidents. L'homme qui est autonome selon l'autonomie conventionnelle. Si on prend le mot étymologique autonomie, je me suis amusé à faire ça ce soir avec un de mes amis, je peux te montrer plusieurs personnes autonomes. Toi, tu es une personne autonome. Ton nom, c'est quoi? Hein, c'est Guy. Bon, alors, auto veut dire seul, nom veut dire nommé. Alors, si tu es nommé tout seul, tu es autonome. Alors, il y a plusieurs personnes autonomes ici. Ça, c'est le plus bas niveau. Là. Ça, c'est le plus bas niveau de l'autonomie. Mais ça a l'air bizarre, mais celui qui est capable de s'autonomer, celui qui a le verbe pour lui, donc celui qui est indépendant du verbe extérieur à lui. Ésotériquement, le verbe, c'est quoi? C'est de l'énergie. Et on traduit le terme énergie sous le nom de verbe, et souvent on pense que le verbe, ce n'est que la parole, en termes ésotériques. Alors évidemment, dans l'énergie, on a la parole. On a aussi la lumière, on a aussi la matière, on a aussi l'énergie vitale qui est la vie, on a la psychologie, on a les mémoires, on a de l'énergie typique de l'intelligence active ou supramentale. On a plusieurs formes d'énergie. Si tu es autonome, c'est-à-dire que si l'énergie rayonne de toi et que tu n'es plus assujetti à une captation d'énergie à l'extérieur de toi, tu deviens autonome. Cela veut dire que l'autonomie est inhérent à un être ou à un être-té qui exprime une énergie qui est, disons, extraplanétaire. Bon, ça a l'air bien grandiose, bien vaste. Peux-tu t'arrêter juste là C'est pour fait. une clarification? OK, tu parles de quelqu'un qui radie une énergie. Y a-t-il une différence entre radier de l'énergie puis être magnétique? Parce que tu vas regarder des gens qui sont magnétiques, qui ne sont pas nécessairement conscients. Vois-tu, quand tu t'approches d'une lumière, disons que spirituellement, tu t'approches de Dieu, il vient un moment donné où tu reflètes sa lumière sur toi-même. C'est comme la lune. Et à un moment donné, tu dois devenir Dieu. Tu ne reflètes plus rien, tu émets. L'autonome, évidemment, on fait une espèce de correspondance avec Dieu et avec une personne qui s'y rapprocherait. L'autonomie planétaire est un assujettissement extraplanétaire. Mais l'être humain, présentement, est assujetti à l'extraplanétaire en même temps qu'il est assujetti au planétaire. Et l'autonome, dans l'univers, ça se peut pas. L'autonome extra-univers, ça se peut, mais là, on est rendu très loin. L'autonomie sur la planète, si je suis libre de la société, je suis autonome par rapport à la société, mais je suis assujetti à quelque chose qui est extra-sociétaire. Si je suis autonome de mes parents, je suis libre de mes parents, mais je suis assujetti à quelque chose d'extra-familial ou d'extra-parental. Alors, je lâche mon emploi, je suis donc autonome du travail de mon employeur, mais je suis assujetti à l'assurance chômage, à un autre emploi, à un moment de repos, je suis de toute façon assujetti à quelque chose.
L'être autonome, ce n'est pas un être qui vise à avoir un libre arbitre parfait. Le libre arbitre, ça n'existe pas sur la planète. L'homme n'a pas de libre arbitre. L'homme peut choisir à travers des choses préconçues, c'est-à-dire que l'homme peut choisir entre deux rues, mais il ne peut pas passer entre les rues. Donc, son libre arbitre est très minable, ou très mineur. L'homme qui croit avoir un libre arbitre, ben, lorsqu'il a un accident, ben, est-ce qu'il l'a désiré, son accident, il l'a pas désiré. Lorsque tu es malade, l'as-tu désiré, tu l'as pas désiré. Lorsque tu te chicanes, tu l'as pas désiré non plus. Quel que soit ce qui te rend malheureux, tu le désires pas. Donc, tu n'as pas de libre arbitre. Tu t'évertues continuellement à vouloir bâtir ton avenir, à vouloir décider du chemin à la place de l'univers. Mais pour le faire, il faudrait que tu détruises le reste. Si moi, je décide que je veux faire telle chose, par exemple, je vais prendre mon verre d'eau et je veux le lancer, mais je vais arroser personne. Cela veut dire que je dois faire disparaître les personnes en dessous de l'eau. Ou que je dois transformer les lois de la matière et faire en sorte que l'eau ne les mouille pas. Sinon, je ne peux pas faire ce que je veux. Alors, on a un libre arbitre qui est typique, disons, de Saint-Exupéry, un libre arbitre qui va faire en sorte que je désire tout ce qui se passe. Alors, je désire avoir un verre d'eau. Ça me dit, il n'y a plus d'eau dedans. Je désire avoir un verre vide. Alors, tout ce que je désire, je l'ai. Là, j'ai un libre arbitre. Mais en réalité, je n'ai pas de libre arbitre. Je suis assujetti à désirer ce qu'il y a déjà. Donc, je suis manipulé. Je n'ai pas le choix. La personne qui désire, elle peut, selon le développement de son autonomie, arriver à transformer la matière extérieure, donc à transformer son environnement, à transformer son micro-univers, à transformer son entourage puis sa vie. Mais elle le transforme selon des lois qui sont sous forme de carcan, des lois qui te manipulent de toute façon, mais elle le transforme d'une manière régie par quelque chose. Donc, l'autonomie planétaire va s'acquérir lorsque l'homme qui évolue est capable de se libérer des contraintes matérielles. Il devient donc autonome par rapport à la matière. C'est ce que l'homme recherche. Mais le problème, c'est que l'homme doit rechercher l'autonomie par rapport à la matière, c'est-à-dire que un exemple de non-autonomie par rapport à la matière, c'est par exemple ceux qui fument. Ils ne sont pas autonomes de la cigarette, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants de la cigarette. Et cette autonomie matérielle va aussi devenir une autonomie d'ordre vital, et vital dans le sens de l'énergie vitale, et elle peut devenir une dépendance d'ordre psychologique et d'ordre vital. La personne qui est autonome dans le plan matériel, c'est une personne qui est capable d'être ce qu'elle est, ce qu'elle continue à être, malgré les changements extérieurs. Et ça, c'est important parce que c'est ça, l'autonomie. Je suis autonome de la société, tant que j'ai mon bien-être, ou tant que j'ai mon emploi, ou tant que j'ai ce que la société me donne, ben je veux que la société ferme sa boîte, j'aimerais bien qu'elle disparaisse. Plusieurs fois, on veut arrêter de payer nos impôts. Mais pendant ce temps-là, on bénéficie du service des incendies, service de police, service militaire. Alors, nous, on rit du service militaire. Mais les pays, à un moment donné, qui se font attaquer et qui se font libérer par leur service militaire, ils n'en rient plus. Hein? Si on prend la dernière guerre mondiale, ben une chance que les États-Unis d'Amérique, que l'Angleterre, que le Canada, enfin que tous les pays alliés avaient une force militaire. Sinon, ben, on aurait toujours continué à rire de l'armée, mais on aurait pu en rire drôlement jaune. Alors, ce qui fait qu'être autonome, cela veut dire se libérer. Et se libérer, cela ne veut pas dire avoir l'impression d'être libéré ou avoir l'impression de se libérer. Une personne qui est au-dessus de tout, elle n'est pas autonome. Elle exprime une illusion. Être au-dessus de tout, cela voudrait dire d'avoir de l'argent. Cela voudrait dire d'être riche. Cela voudrait dire d'avoir dans la matière tout ce que l'on veut. Et une personne autonome dans la matière peut devenir autonome dans la psychologie. On s'imagine, à tort d'ailleurs, que l'autonomie psychologique, et ça on l'a vu dans la conscientisation, on l'a vu dans les mécanismes qui amènent les êtres à comprendre les mécanismes de la manipulation planétaire, de la manipulation, disons, socio-astrale, mais ces personnes-là ne comprennent pas ce qu'est l'autonomie. Comprendre les mécanismes de la manipulation. Alors, je vous dis d'aller chier et ça vous amène des vibrations. Donc, je vous manipule. Si je désire créer certaines formes de vibrations chez vous, je n'ai qu'à employer certains mots pour les susciter. Donc, je suis votre maître. Je vous manipule. Et lorsque la personne finit par
comprendre les mécanismes de la manipulation, donc elle peut essayer de transformer ce qui, en elle, permet la manipulation de l'extérieur, alors qu'il fait qu'à un moment donné, quelqu'un lui crie des bêtises et il ne se passe rien. Elle ne contrôle pas ce qui se passe. Si elle contrôle ce qui se passe, elle est manipulée. Parce qu'elle est obligée de prendre de l'énergie pour contrôler ce qui se passe, parce qu'il se passe quelque chose, parce que l'extérieur l'a suscité. Alors, toi, tu te contrôles, je te dis une bêtise, et si je veux que tu te contrôles, j'ai juste à dire ce qu'il faut pour que tu t'amènes à te contrôler. Donc, je te manipule encore une fois. La manipulation, celui qui la comprend n'est pas autonome pour autant. Il risque même d'être encore plus manipulé. Parce que le fait de te dire, lève-toi debout, tu te lèves, t'es manipulé, alors tu décides de rester assis, mais t'es aussi manipulé. Parce que maintenant, j'ai juste à dire, reste assis, pour que tu te lèves. Faut me prouver que t'es pas manipulé, mais t'es complètement dans mon gant. Alors, ce qui fait que la personne qui découvre les mécanismes de la manipulation risque d'être encore plus assujettie à être manipulée. Mais il croira ne pas être manipulé et il s'évertuera à exprimer l'être-té non manipulé. En réalité, elle est encore plus manipulée. Et l'autonomie serait la réelle compréhension de la manipulation. L'autonomie, sur tous les plans planétaires, donc physique, vital, astral et mental, ou physique, vital, la vie, la santé, etc., astral ou psychologique, mental, intellectuel. Lorsque tu es autonome sur tous ces plans, cela veut dire que l'extérieur ne te manipule plus de la même façon. L'autonomie, elle doit se rechercher dans deux plans principaux dans l'évolution de l'homme. Évidemment, c'est préférable de rechercher l'autonomie dans les quatre plans, à la condition que la recherche de l'autonomie ne vienne pas nous rendre dépendants de la trouvaille de l'autonomie. Parce qu'automatiquement, jamais on ne pourra aboutir à l'autonomie. La personne qui est libre, elle est libérée de la liberté. Elle ne veut pas être libre. La personne qui veut être autonome, elle est déjà manipulée par l'idée de l'autonomie, par la forme pensée de l'autonomie, donc elle s'éloigne de l'autonomie. Être autonome, cela veut dire je peux m'autonomer, donc cela veut dire que j'émets des vibrations à partir de moi-même et non pas à partir de l'extérieur. Maintenant, conventionnellement, l'extérieur est représenté par ce qui est matériel. Mais dans la réalité des choses, tout à l'heure, j'ai dit, je vous ai suggéré d'aller aux toilettes. Maintenant, ce ne serait pas intelligent d'y aller, on n'a pas assez de toilettes. Mais je vous ai suggéré quelque chose et tout le monde a réagi. Certains se sont dit, ah, il veut encore nous faire rire. Je les ai manipulés. D'autres ont dit, ah, il en teste des nouveaux. Je les ai manipulés. D'autres ont eu une certaine forme d'énergie, donc je les ai manipulés. Il n'y a pas grand monde qui n'a pas été manipulé quand j'ai dit ça. Et aussi banal soit-il, ça ne sert à rien de prendre des gros exemples. Qu'on vous annonce un nouveau beurre de pinot ou qu'on fasse n'importe quoi, il y a manipulation de l'extérieur. Et ça, ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est de bien savoir quand on agit ou quand on réagit à quelque chose d'extérieur, si on le fait spécialement pour être en harmonie avec ce qui nous oblige à réagir. Ou si on le fait pour pouvoir régler quelque chose, pour transformer la chose en harmonie avec nous autres. Et ça, c'est deux choses. Je reste manipulé, mais je suis autonome lorsque je suis capable de transformer l'extérieur pour le rendre en harmonie avec ce que moi j'exprime, donc avec moi. Et quand je dis moi, je ne parle pas de la foutue imbécilité de la psychologie de l'homme. Je ne parle pas de moi, celui qui m'aime, celui qui me parfume, celui qui me met du stuff en dessous des bras, celui qui est gêné quand on parle en mal de mon image. Je ne parle pas de ce moi-là. Ce foutu imbécile essaie d'évoluer alors qu'il ne peut évoluer. Je parle de l'homme intégral, de l'homme complet et non pas de l'homme psychologique. Donc, à l'intérieur de l'homme, on a le moi égoïque, le moi psychologique. La semaine dernière, je crois, je vous disais que lorsque vous vous chicanez, lorsque vous entrez en colère, vous émettez de l'énergie. Mais pendant ce temps-là, vous n'êtes pas là. Vous criez, vous gueulez, vous bûchez, puis par après, vous regrettez. Donc, le temps que votre corps psychologique manipulait votre corps physique dans une colère, votre corps mental était aux toilettes avec la religion, ou avec la morale, ou avec la philosophie qui est supposée nous transformer. Bon. D'ailleurs, si aux toilettes, tu as réfléchi le mieux aussi. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme n'est pas seulement la psychologie. L'homme, ce n'est pas de l'émotion. Il a de l'émotion. Il y a une partie de l'homme qui s'appelle l'astral, qui est totalement émotif. Et dans cette émotion, il y a les peurs, il y a les désirs, il y a les mémoires, il y a l'expérience. Et cet être croit être l'ensemble de tout et croit que c'est lui qui veut évoluer. C'est normal, c'est dans ça qu'il y a les désirs.
L'énergie physique ne veut pas évoluer. Par contre, elle a d'instinct, disons, une expression qui la porte à être en santé. Et cette santé va être transformée par l'épuisement occasionné par l'expression de la psychologie. Tu es toujours en colère, ton corps physique s'en ressent. Tu es toujours peureux, tu as des malaises physiques. Tu es nerveux, tu as des malaises physiques. La loi naturelle du physique le porte à rester en santé. Mais l'expression de l'astral, l'expression de la psychologie par l'intermédiaire du corps humain, par l'intermédiaire du système endocrinien entre autres et par le corps au complet, épuise l'énergie vitale, fatigue le corps, et épuise le corps, donc transforme le corps, le rend malade. La personne qui veut évoluer, c'est la personne psychologique dans cet être-té, dans l'homme physique, vital, psychologique et mental, et présentement, certaines énergies extraterrestres, qu'on appelle supramentales, commencent à s'assujettir à l'homme par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée. Mais à travers tout ça, il n'y a que l'homme psychologique qui se croit digne de l'évolution, et c'est lui d'ailleurs qui entrave tout. C'est lui qui va souffrir, et c'est donc par la souffrance qu'il va arriver à faire confiance au mental, à faire confiance à des énergies supérieures. Alors, l'autonomie, elle doit être vécue par la psychologie, mais elle ne peut être vécue par la psychologie que si elle est comprise par la psychologie, et elle ne peut être comprise que par la psychologie, que si elle est comprise par le mental. Donc, désirer être autonome, c'est fuir l'autonomie. Désirer ne plus avoir peur, c'est avoir peur d'avoir peur. Alors, désirer être autonome, c'est avoir peur de ne pas l'être. Et on reste assujetti. L'autonomie, c'est lorsque moi, je suis moi, quel que soit l'extérieur. Donc, je suis autonome par rapport à l'extérieur planétaire. Je suis assujetti à l'extraplanétarialité, je suis assujetti à des énergies supérieures au plan planétaire. Et pour ceux, disons, qui l'ignoreraient, dans le plan planétaire, on a le plan matériel, la matière, le physique, on a le plan vital qui tient les molécules ensemble, qui fait que les plantes poussent et qui fait que l'homme s'anime. On a le plan psychologique ou astral, qui est la mémoire de la planète, la mémoire de l'évolution, qui est la mémoire de l'homme aussi, et qui est l'âme de l'homme. On a le plan mental, qui est une espèce de processus qui a évolué au-dessus du plan psychologique, du plan astral, pour amener à l'astral des résultats qui pourraient permettre à l'astral de cesser d'avoir peur. Alors on a peur des guerres, alors on construit par notre mental des bombes nucléaires pour se rassurer des guerres. Par après, le mental qui analyse le phénomène se rend compte que plus il y a de bombes, plus il y a de danger. Donc, ça fait peur à l'astral. L'astral mobilise l'intellect, encore une fois le mental, pour régler ça. Alors, on a donc présentement un cheminement comme cela. Et ça, c'est le plan planétaire évolutif de l'homme. Les énergies supramentales viennent de temps en temps sur la planète, et si un homme a un plan mental suffisamment vibratoire, suffisamment élevé, il pourra entrer en contact avec le plan supramental. Et là, le plan supramental, qui est un plan qui est humain, mais qui est extraplanétaire. Il ne faut pas penser que l'être humain n'a qu'un règne planétaire. L'être humain évolue sur une planète, mais l'être humain évolue à partir de d'autres plans. De plans qui sont aussi extraplanétaires, pas juste les plans planétaires. Et l'autonomie planétaire se développe et elle apparaît seulement lorsqu'une énergie supérieure au mental, disons l'énergie supramentale, peut s'exprimer librement sans jamais être déformée, freinée, colorée par quelque chose d'extérieur au canal qui exprime. Tu es en relation supramentale, cela veut dire que tu exprimes l'énergie, tu es le canal, tu exprimes l'énergie, et quelle que soit une chose dans l'extérieur qui va se passer, cela ne viendra pas perturber l'émission d'énergie. Tu deviens autonome dans la réalité planétaire et dans sa totalité planétaire. Mais être autonome, en ce sens que je dois être capable, d'ailleurs le premier pas de l'autonomie mentale, le premier pas de l'autonomie qui pourra être appris par le mental, et c'est d'ailleurs le travail de l'humanité qui veut évoluer, l'humanité qui veut se conscientiser, parce qu'on a deux formes d'humanité. On en a une qui veut croire et espérer, et on en a une qui veut comprendre. Il vient toujours un moment donné que celui qui comprend élabore des nouvelles théories, des nouvelles lois, il élabore des vérités parce qu'il comprend, et ceux qui croient s'évertuent à croire ce qui est élaboré. Mais sans jamais le comprendre. On croit à Dieu parce qu'on en a entendu parler. On croit à un paradis parce qu'on en a entendu parler. On croit à la réincarnation parce qu'on en a entendu parler.
On croit à l'ésotérisme parce qu'on en a entendu parler. On croit qu'un scorpion, c'est dangereux parce qu'on en a entendu parler. Et on a d'autres personnes qui, eux, vont vérifier si le scorpion est dangereux. Certains en meurent, certains en meurent pas, et ceux qui n'en meurent pas vont préciser les choses. Et la masse de croyants s'évertue à détruire ceux qui ne croient pas. Lorsque Darwin a commencé à vouloir émettre la théorie de l'évolution, alors son capitaine de bateau a tout fait pour l'en empêcher parce qu'il allait à l'encontre des écrits bibliques. Il y a ceux qui croient savoir, et il y a ceux qui cherchent parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Et lorsqu'ils vont savoir, ils vont être sûrs qu'ils savent. Celui qui devient autonome dans les premiers plans, dans le premier temps, dans les plans planétaires, c'est un individu qui, évidemment, devra essayer de pouvoir fonctionner de par lui-même. Et là, c'est une autonomie qui est accessible à tout le monde, mais qui est difficilement, disons, atteignable. Cela veut dire, premièrement, que je suis capable de juger de par moi-même certaines choses. Cela veut aussi dire que je ne parle plus au nom de d'autres. Si tu as dit quelque chose d'intelligent et que je trouve que c'est intelligent, si moi je le dis, c'est pas nécessaire que je te cite. La vérité, elle est ce qu'elle est. On n'a pas besoin de la citer. Et si t'es frustré parce que je la cite pas, ben, c'était vraiment un beau hasard qu'une sorte de vérité-là, parce qu'elle n'a rien à voir avec toi. Je suis autonome lorsque je suis capable de plus en plus d'être indépendant de l'extérieur. Et être indépendant de l'extérieur, cela ne veut pas dire psychologiquement. Parce qu'être indépendant psychologiquement, cela voudrait dire être indépendant de notre propre psychologie. Ça, c'est le mental qui peut le faire. Être indépendant de l'extérieur, cela ne veut pas dire que je me fous de tout. Je ne suis pas autonome, je suis imbécile. Et c'est différent. Être indépendant de l'extérieur, cela veut dire que je connais suffisamment mon corps physique pour être capable de décider du régime alimentaire que je vais prendre. Je suis donc autonome de bien des choses. Cela veut dire que je connais différents symptômes de maladie, que je connais différentes formes d'exercice, que je connais différentes panacées de médicaments, que je connais différentes choses. Autrement dit, même si je ne connais pas ces médicaments, que je suis apte à vivre dans un état physique pour commencer, parce que c'est par le corps physique que l'homme exprime son évolution. Je suis capable de vivre dans le corps physique en n'ayant plus besoin de médecins, plus besoin de ces choses physiques. Je deviens autonome de par ma science. Et c'est le premier pas de l'autonomie. Je reste assujetti au magasin d'alimentation. Mais si à un moment donné, je veux être totalement autonome, je pourrais aussi être capable si un jour les magasins disparaissent, d'être capable de m'organiser pour continuer à vivre. Et ce n'est pas parce que j'ai peur que les magasins disparaissent. C'est parce que lentement, je développe mon autonomie mentale et mon mental est curieux de fouiller dans différents livres, dans différents domaines. La personne qui est toujours rendue chez le médecin n'est pas autonome. Elle est complètement dépendante. La personne qui a besoin de médicaments pour dormir n'est pas autonome. Elle est assujettie. Et ce n'est pas, on n'a pas à se culpabiliser d'être assujetti à des médicaments. Par contre, on a une nécessité absolue d'en prendre conscience. Pour après, trouver un moyen qui, en ne nous assujettissant pas, à quelque chose d'autre, en ne nous pognant pas avec d'autres choses, je peux me libérer de quelque chose. Ceux qui sont pris avec leur religion, à un moment donné, en ont là. Alors là, ils veulent détruire, ils veulent crier, ils veulent casser à coups de main. On leur suggère de ne pas le faire. Alors ils ne le font pas, et puis ils cherchent un petit moment pour arriver à se libérer complètement de la religion, et ils rentrent dans une autre religion. Alors, de sortir d'un problème pour tomber dedans 2 jours après, ce n'est pas une libération, tu n'es pas autonome. Moi, je suis autonome en ce sens que je n'ai plus besoin de lire. Et la connaissance, je l'ai quand j'en ai besoin. Donc, je suis autonome au niveau mental. La personne qui n'est pas autonome au niveau mental, elle doit commencer par l'être au moins dans l'expression de son mental, dans l'expression mentale dans le domaine de la matière, dans le domaine du physique. Cela veut dire que la personne doit avoir un corps physique en santé pour être autonome. Elle doit aussi être capable de gérer elle-même ses processus psychologiques. Donc, elle doit être capable, pour être autonome de premier abord, d'être capable d'observer ce qui se passe en elle pour pouvoir régir l'expression de sa psychologie. Tout à l'heure, je vous ai dit d'aller chier. Je vous le répète.
Je vous dis aussi de ne pas y aller en même temps. Attendez au moins l'entracte, c'est plus poli. Ces choses font que moi, je peux me permettre de pénétrer en vous, d'aller fouiller dans vos mémoires d'éducation pour trouver certaines petites choses, seulement avec les mots léchés, et je ramène à votre mémoire des concepts imbéciles. Ces concepts sont ramenés en même temps, le concept est ramené avec l'énergie vibratoire qui a été placée dans votre mémoire lors de votre éducation. C'est-à-dire que si vous preniez un plaisir extraordinaire à aller aux toilettes et que toutes les fois que votre mère voulait vous récompenser, elle vous disait d'aller chier, bien en vous disant d'aller chier, vous allez être bien. Parce que je sors de votre mémoire quelque chose et la vibration émotive, psychologique, qui est mémorisée en même temps que l'expérience, ressort en même temps. Mais habituellement, on a tous appris, parce que moment était tanné de ramasser ça à terre, que le caca, c'était caca. Donc, c'est préférable de le laisser dans la toilette, puis de tirer la chaîne pour faire couler l'eau qui était pour entraîner tout ce qui était pour être dedans. Bon. Apprenant cela, on finit par avoir l'idée, on a le mot et on a la vibration que c'est quelque chose de pas correct. Donc, on peut s'en servir comme insulte. Qu'est-ce que c'est insulter quelqu'un? C'est simplement employer des mots qui vont aller chercher dans sa mémoire une expérience qu'il n'aime pas. C'est ça, insulter quelqu'un. T'es laid. Ben, laid, c'est pas un compliment. Pourquoi? Parce que je vais en dedans, je ramène ça, puis je me vois... En tout cas, bref, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que la mémoire revient avec l'émotion qui a été mémorisée en même temps que l'expérience. Alors, je vais te donner une fessée, t'aimes pas ça. Alors, si tu regardes un adulte, tu dis, si tu continues de même, il faut que je donne une fessée ses fesses. Ben, l'adulte, il aime pas ça, c'est un insulte. Encore, fils de pute ou enfant de chienne, ben, tu sais, si t'es un chiot, ça dérange pas. Si t'es un homme, ça dérange. Pourquoi? Parce que tu as appris que c'était un insulte. Vous savez, vous allez au Tibet, puis quand vous dites salut au monde, eux autres, ils vous font une grimace. Ils vous tirent la langue. Si vous n'êtes pas habitué, ben, ça vous insulte pas mal. Vous donnez des cadeaux, vous dites bye-bye, vous donnez des photos de lui-même, puis il vous fait une grimace. Mais c'est ça. Lui fait quelque chose dans le physique qui n'a pas d'intention. L'intention n'a pas d'importance. C'est pas parce que moi j'ai l'intention de vous frustrer que je vous frustre. C'est parce que moi, je dis quelque chose et que vous êtes programmé pour être frustré lorsque certaines choses apparaissent dans le domaine de la matière ou de l'extérieur, et ça vous frustre. Le Tibétain vous tire la langue, puis vous autres, ben, vous êtes, bon, là, vous vous demandez ce qui se passe. Il ne s'est rien passé d'autre que ce que vous avez vu est allé dans vos mémoires, trouver une correspondance est revenue dans votre conscience, et dans votre conscience, il y avait la vibration émotive reliée à l'expérience. Lorsque vous avez enregistré que faire une grimace, c'était pas correct, votre professeur vous le dit, votre médecin vous le dit, quand votre pédiatre, vos parents vous l'ont dit, et à un moment donné, ben, vous savez que c'est pas correct. Si quelqu'un vous le fait, ça va en vous faire ressurgir une mémoire émotive que vous n'aimez pas. Et vu que vous n'aimez pas ça, ben vous y en donnez lui avec. Et là, on s'auto-insulte. La manipulation, c'est cela. Et elle est très facile à faire. Maintenant, on peut culpabiliser, on peut faire rire, on peut faire plusieurs choses. L'autonomie par rapport à cette manipulation, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'être assujetti au plan planétaire, c'était lorsque l'extérieur était capable de m'impressionner, donc d'imprimer en moi une expérience que j'aimais ou que je n'aimais pas, je suis manipulé. Et par rapport à l'expérience imprimée, elle allait ressortir une expérience que j'avais déjà, et à partir de l'expérience que je vis et de l'expérience antérieure, je réagis. Alors, si je réagis, je suis manipulé. De toute manière, on va devoir réagir. Mais l'homme devra réagir d'une façon à être efficace, c'est-à-dire ne pas réagir selon la programmation prévisible par la psychologie normale de ce que l'homme devrait faire. Moi, je sais par expérience que si je dis à quelqu'un de manger de la marde, on y va dans les insultes à soir, je sais par expérience qu'il devrait réagir de telle ou telle manière, selon l'énergie que je mets, selon l'intonation que je mets, selon la face que je vais faire, parce que le visuel aussi est une expression.
Donc, je peux prévoir. Et si je rencontre quelqu'un dans le métro que je lui dis de manger de la marde, il baisse les culottes, fait une crotte sur le quai, il prend la crotte, il la mange, je vais être manipulé, mais pas lui. Donc, lui, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est conscientisé fait ça, là. Faut pas mélanger les cartes. Mais cela veut dire que je ne suis plus assujetti. Moi, si je réponds à l'être qui vient me donner une insulte, je ne suis plus assujetti au cadre normal de l'insulte. Donc, moi, je me promène, on me dit quelque chose, il se passe un accident, 2 métros s'emboutissent l'un l'autre, ben, je prends pas le métro, premièrement. Et puis, je réagis d'une façon qui n'est pas normalement prévisible. Il deviendra une espèce d'élite. Et ce n'est pas parce que vous devez viser l'élite, être un élite, que vous devez rechercher l'autonomie. Mais à un moment donné, je sais moi que si dans une foule il se passe quelque chose, il y aura une réaction de masse. L'être autonome est quelqu'un qui se détachera de cette masse et qui, de par lui-même, donc il pourra régir par son mental l'expérience psychologique qu'il aura acquis et lui, à part des autres, pourra cheminer pour s'en sortir ou pourra commander les autres. Il réagit parce qu'il devra cheminer pour s'en sortir parce qu'il y a un événement extérieur ou il devra commander les autres parce qu'il est pris à le faire. Il réagit, mais il réagit d'une façon totalement désassujettie de la masse, c'est-à-dire qu'il est autonome. Il n'a pas besoin qu'un être extérieur, en plus de l'événement, vienne lui dire comment sortir de l'événement. Il est autonome. Cela veut dire, et je répète parce que c'est important, c'est une autonomie qui est facilement accessible à la masse. Ça prend un certain temps, ça prend une volonté, ça prend du travail, ça prend du courage, mais c'est accessible. Cela veut dire que, quelle que soit, disons, l'expérience que moi je vais vivre, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir me dire quoi faire. Je suis autonome. Je suis en panne d'auto, je ne connais pas la mécanique, ben je resterai pas assis sur mon capot ou dans mon char à prier le bon Dieu ou encore à maudire l'univers parce que j'ai une panne. Je saurai quoi faire. Je ne connais pas la mécanique, mais je serai capable de me trouver un mécanicien. Je serai capable de ne pas me faire enguirlander par le mécanicien, je serai capable à un moment donné d'apprendre la mécanique, du moins la mécanique de base. Celui qui est autonome, c'est celui qui n'est pas manipulé par l'extérieur d'une façon collective. Il est libéré de la manipulation extérieure, comme la masse va y être soumise. Il est autonome d'une façon facile. Peux-tu courir? Peux-tu faire? Peux-tu réfléchir? Es-tu capable d'éduquer un enfant ou de répondre à une question suspecte à un moment donné sans être mal pris? Si tu peux le faire, tu te rapproches de l'autonomie. Une personne qui est autonome n'est jamais pauvre. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est autonome n'est donc pas manipulée par l'extérieur, donc elle ne peut pas être assujettie à perdre son argent, mais elle sera plutôt capable d'en amasser. Et le fait d'amasser de l'argent ne veut pas dire qu'on ne la dépense pas. Parce que être riche, c'est être capable de s'exprimer. Et je ne parle pas juste psychologiquement ou philosophiquement. Être riche, c'est être capable de s'exprimer. Cela veut dire que si je veux voyager, je voyage. Cela veut dire que si je veux tenter telle expérience, je la fais. Cela veut aussi dire que je suis capable de gérer ma richesse de façon à pouvoir poursuivre mon expression. Donc, je suis autonome. La masse, elle a de l'argent, elle dépense. Elle n'a plus d'argent, elle attend. Une autre partie de la masse, elle a un peu d'argent, elle dépense. Bref, elle n'a jamais d'argent, donc elle ne peut jamais se permettre quelque chose de grand. Et elle peut maudire ceux qui ont l'argent. Elle peut maudire ceux qui ont la richesse, ou elle peut maudire ceux qui peuvent se permettre. Et pour s'excuser, pour ne pas trop se culpabiliser, elle va dire « Ah ouais, mais je ne suis pas pour m'empêcher de vivre quotidiennement pour pouvoir me permettre un voyage de temps en temps. » Non. Si tu veux, tu peux ne pas t'empêcher de vivre quotidiennement. Par contre, ceux qui voyagent régulièrement et qui n'ont pas plus d'argent vivent quotidiennement et de temps en temps vivent pleinement. Alors la personne, oui? Bon, OK. Quand je trouve longtemps à côté sans poser de questions, ça vient que tu viens... Pourrais-tu expliquer ce phénomène-là, Daniel? Tu viens comme gelé complètement, tu n'es plus capable de poser une question. Ah oui, c'est simplement un phénomène énergétique.
plus tu es près de la source d'énergie, plus tes neurones vont augmenter en vibration, plus ton système neurologique va se mettre à vibrer, plus cela va vibrer, moins tes mémoires vont pouvoir venir prendre place dans ta conscience, donc il n'y aura pas, ou presque pas, de compréhension de ce qui est dit, parce qu'il y a captation d'énergie. Ce n'est pas important qu'il n'y ait pas de compréhension immédiate de ce qui est dit s'il y a captation d'énergie. Ce phénomène peut endormir une personne, l'endormir complètement, et ce n'est pas parce que c'est long et lent, c'est parce que c'est trop dynamique énergétiquement. Donc, la conscience s'endort parce que le cerveau est énergisé d'une façon à se libérer de la mémoire. Se libérant de la mémoire, tu ne peux pas non plus poser une question, parce que tu perds même la connaissance de ton vocabulaire, tu perds aussi la connaissance même de ton expérience qui pourrait te permettre de poser une question pour savoir quelque chose que tu as expérimenté et dont tu ignores la réponse. Alors, c'est totalement normal qu'à un moment donné, certaines personnes, d'ailleurs du public, je crois que c'est fréquent, hein, on a plusieurs personnes qui viennent les vendredis, qui dorment 2 heures de temps et qui reviennent tous les vendredis. Bon, et ils s'en portent mieux. Alors, c'est simplement un phénomène énergétique et c'est tout à fait normal. La personne qui reçoit l'énergie a une augmentation vibratoire au niveau cérébral. Elle peut comprendre des choses qu'elle ne comprendrait pas, elle peut ne plus rien comprendre du tout. Une personne qui n'est pas avertie peut même se sentir frustrée. Elle peut même se dire, ben oui, mais c'est extrêmement beau, mais en fin de compte, j'ai rien compris. Bon, mais ça n'a aucune importance, parce que cela transforme. Qui comprend la vie ici? Personne. Mais la vie vous transforme en maudit, par exemple. Alors, vous vivez un événement, vous ne savez pas pourquoi vous l'avez vécu. Pourquoi j'ai dû avoir tel accident ou pourquoi j'ai dû gagner la loterie? Ben, quand c'est la loterie, on ne se pose même pas de questions. Mais vous vivez des événements, et si vous essayez de comprendre ce qu'ils vous apportent dans l'immédiat, vous ne comprenez rien. Vous pouvez spéculer sur ce qu'ils vous apportent, mais en réalité, vous ne pouvez pas le savoir. C'est vibratoire qui est apporté. Dans la mémoire expérientielle de la psychologie, ah ben j'ai appris la patience, j'ai appris, etc. Effectivement, on dit répéter 20 fois, ben, se met en colère. Fait que la patience, elle l'a peut-être appris, mais elle ne peut pas l'expérimenter encore. À un moment donné, énergétiquement, il y a des transformations qui vont réellement se faire à son insu. L'évolution, c'est toujours à l'insu de la personne. Elle découvre qu'elle a évolué lorsqu'elle exprime le résultat de l'évolution. Mais elle ne le sait pas sur le moment même, tant qu'elle ne l'a pas exprimé. Alors, c'est tout à fait normal que de temps en temps, on gèle. Je vais faire exception, je vais te citer, parce qu'il y a un aspect que j'aimerais que tu ailles un petit peu plus loin. Je pense que tu as déjà parlé que l'homme, s'il n'y aurait pas de structure ou de cadre, il évoluerait moins rapidement que si c'est des structures, s'il y a une certaine structure qui compte l'énergie, en fait. D'ailleurs, une structure que lui-même choisit, c'est préférable à ce qui lui est imposé. Bon, alors, on va revenir à l'autonomie. L'homme doit arriver à être autonome seul. Cela veut dire qu'il n'a plus besoin, et je parle du besoin psychologique surtout, il n'a plus besoin de l'extérieur. Il y a une grosse différence entre une chose essentielle et une chose utile. La chose essentielle ne doit jamais devenir un besoin. Parce que si elle devient un besoin dans la psychologie de l'homme, c'est que l'homme a peur de ne pas avoir la chose essentielle, donc il a besoin d'en avoir. Alors il va se ramasser plus d'argent en banque qu'il n'a besoin pour s'exprimer, il va se ramasser plus de pain, il va se ramasser plus de matière matérielle, l'homme va avoir peur. Certains mangent trop. Alors, il y a plusieurs phénomènes psychologiques qui peuvent pousser un être humain à trop manger. Il y a des phénomènes hormonaux, des phénomènes physiques, des phénomènes d'habitude, des phénomènes de peur. L'homme qui prend une chose essentielle et qui la transforme en besoin devient un être dangereux. Autant dans une société que dans un endroit insociétaire. C'est-à-dire que l'homme qui a d'une chose essentielle la transformée en besoin, il peut devenir un voleur. Il peut devenir un patron qui vraiment ambitionne sur ce qu'il a besoin. Il peut devenir un gouvernement trop possessif. Il peut devenir un cadre dans une société qui ramasse trop et qui risque de détruire même ce qu'il nourrit. En temps de guerre, par exemple, ou en temps simplement de crise, ça devient un tueur, ça devient un voleur, ça devient c'est du monde dangereux. Et la majorité de la société, la majorité des habitants de la planète sont des êtres qui ont transformé l'essentiel en besoin. Alors, ce qui fait que la télévision, c'est un besoin. Qu'est-ce que l'homme peut faire pas de télévision chez lui?
ben, s'il n'est pas créateur, elle ne peut pas rien faire. Rien à faire. S'il est moindrement un peu créateur, va s'en passer. Mais présentement, s'il y a besoin, on a besoin de tellement de choses qui sont des choses essentielles, mais essentielles ne veut pas dire qu'on en a besoin tous les jours. Ça, c'est psychologique. Le fait d'avoir sa pinte de lait tous les jours dans son frigidaire. Le fait de manquer de bave et de se sentir mal. Le fait d'inviter sa mère, puis il manque quelque chose dans le frigidaire, puis on se sent mal. Ce sont des besoins. Même si ce sont des besoins de choses essentielles, et elles ne devraient jamais être un besoin. Ce qui fait que nous sommes pris tous les deux dans le bois ou en plein désert, et on n'a qu'une banane pour se nourrir, on peut la séparer. Mais si c'est un besoin, on va te battre en mots, t'as dit, pour avoir le morceau de la banane. Puis ça, c'est le problème de la société. Où tout ce qui est essentiel est devenu un besoin, donc les autres, on s'en fout, on veut pas trop. Même notre fichue évolution, elle est devenue un besoin. Alors, on veut pas. On ferme les portes, on ferme les clans. On détruit l'extérieur, enfin, on détruit ce qui pourrait leur permettre de communiquer avec nous. La chose essentielle, elle est essentielle. J'ai besoin de nourriture. Lorsqu'il n'y en a plus, ben, psychologiquement, ça ne me sert à rien de paniquer. C'est pas ma psychologie qui a besoin d'une banane, c'est mon corps physique. Alors, si c'est devenu un besoin, cela va même perturber mon énergie mentale qui pourrait analyser convenablement ce qui se passe pour me permettre d'avoir ce que j'ai besoin. Puis s'il n'y en a pas, ben je vais mourir. C'est tout. La chose essentielle ne doit jamais devenir un besoin. Être autonome, c'est d'être capable de différencier l'utile de l'essentiel. L'utile, c'est utile pour bâtir un cadre d'évolution, pour te permettre d'évoluer. Mais l'essentiel, c'est que tu évolues. Et l'essentiel n'est pas régi par toi. Que tu aies un cadre ou pas de cadre, tu as toujours un cadre, mais que tu aies le cadre que tu veux ou le cadre qu'on t'impose, essentiellement, tu évolues. Essentiellement, tu respires. Et lorsque l'essentiel disparaît, tu disparaît pas tout. Alors, te transformer une chose essentielle en besoin, c'est s'assujettir par la psychologie à un phénomène illusoire, qui est le phénomène de la recherche évolutive, entre autres, qui est le phénomène de la peur sociale, qui est le phénomène des peurs des guerres, des apocalypses, etc. Donc, l'homme n'est pas autonome. L'autonomie, elle se fait donc chez la personne qui est capable de différencier l'utile de l'essentiel, et non pas l'utile de l'agréable. L'agréable, c'est utile. De chaque côté, c'est pas essentiel. L'utile de l'essence. Et l'essentiel, c'est quelque chose que tu ne manipules pas. Que tu peux, à un moment donné, par le mental, être capable de satisfaire ton besoin en ramassant suffisamment d'essentiel, c'est une chose qui n'est pas nécessairement mauvaise, à la condition que tu ne tombes pas dans le piège de celui qui se dit, lorsque j'ai 50 piastres, lorsque j'aurai 500 piastres, ah ben crime, je vais pouvoir m'acheter telle affaire, ben non, acheter des cadeaux à mes enfants. Et lorsqu'il a 500 piastres, ben il ne voit pas tellement de différence entre 50 et 500. Lorsque j'aurai 1500 piastres, là, vraiment, là, bon. Rendu à 1500 piastres, il achète un petit cadeau, deux petits cadeaux, mais il descend ça à 1400, mais il n'ose pas revenir à 500. Alors, il va attendre encore, en fin de compte, il est rendu à 150 000, puis il est toujours pas satisfait. Le fait de ramasser quelque chose d'essentiel, comme par exemple l'hiver remplir son grenier, disons à l'époque où on devait le faire, c'est intelligent. Mais tu ne remplis pas ton grenier pour passer l'été aussi au cas qu'il neigerait tout l'été. Alors là, tu tombes dans le problème. Et lorsque tu calcules qu'avec 50 $ par semaine, tu peux vivre, en avoir 50 de plus pourrait t'exprimer, tu as 50 de plus et tu ne t'exprimes pas plus, bien là, tu es celui qui a peur que tout l'été il neige. L'essentiel, c'est quelque chose que l'homme doit aller chercher. L'homme doit en avoir suffisamment pour pouvoir être en mesure, s'il en manque, de pouvoir réagir à temps pour continuer à en accumuler, mais pas transformer ça en un besoin qui le rassurerait les 5 ans à venir. Parce qu'il risque de passer 50 ans à travailler pour avoir 5 ans de sécurité. Alors donc, l'autonomie par rapport à l'essentiel et à l'utile, c'est déjà l'autonomie de base que l'homme devrait avoir. Mais ces hommes autonomes, pour pouvoir poursuivre l'évolution, chose essentielle, et je ne parle pas d'une évolution parce que je lis, parce que je veux obtenir des choses. Ce n'est pas une évolution, c'est un désir psychologique. Je veux que Dieu vienne m'aider, c'est un désir psychologique. Si Dieu vient pas assez vite, je change de religion. Ou encore, j'attends, ou encore, je me fais une idée, c'est parce qu'il m'a déjà aidé, mais je l'ai pas vu, ou c'est parce que j'ai mal prié, ou c'est parce que, bon, on se fait toujours des raisons. Ça, c'est un besoin. Mais si, quel que soit le Dieu, on dit que c'est un Dieu qui est bon. Alors, s'il est bon, il est capable de te donner ce que tu as besoin sans nécessairement que tu commences à le demander. Hein? Vos enfants, ben, ils viennent pas vous demander des pantalons, des culottes, des sous-vêtements pour sortir dehors.
Vous êtes capable d'en donner avant qu'il n'ait de besoin. Parce que c'est ce qui se passe avec n'importe quel genre d'énergie extérieure ou d'énergie supérieure à l'être humain. C'est parce que l'être humain voit l'énergie supérieure à partir d'une énergie humaine qu'il pense que l'énergie supérieure agit comme l'énergie humaine. Alors on doit prier, on doit donner, on doit quémander, on doit changer, on doit magasiner, on doit faire du chantage. Je t'offre, comme on faisait à l'époque des sacrifices humains. C'est du chantage qu'on faisait aux dieux. Tu as créé ça, je le détruis si tu viens pas me donner ce que je veux. Puis là, t'en détruis tant qu'il te le donne pas. À un moment donné, ben, il se trouve qu'il pleut parce qu'il n'y aura plus de toute façon, là, t'arrêtes. Bon. Alors, on faisait du chantage avec les énergies créées par l'homme, les énergies divines. Mais, la personne autonome, à un moment donné, peut se réunir avec d'autres personnes autonomes, en ce sens qu'ils voient l'essentiel de l'utile. Donc, on partage l'utile, et on peut aussi partager l'essentiel lorsque l'essentiel est partageable. Mais je ne peux partager la moitié de ma vie avec la moitié de la tienne pour sauver la vie. Donc, dans l'essentiel, je ne peux pas tout partager. Mais lorsque j'ai accumulé de l'essentiel, j'ai accumulé 3 caisses de pommes, à un moment donné, tu as faim, tu n'as rien. Si mes pommes sont un besoin, m'en t'en donner une. C'est quoi la limite où tu ne peux pas te rendre dans le partage? Dans le partage, il n'y a pas de limite lorsque tu n'as pas de besoin. Lorsque tu as besoin, tu partageras. Sauf, évidemment, si tu donnes ton énergie à des pourceaux. Si toi, tu t'évertues à ne rien faire et que moi, je m'évertue à ramasser mes 3 paniers de pommes, et après ça, je suis correct, tu viens brailler que tu as faim, ben là, il faut que je pense en être autonome. Je ne veux pas m'assujettir à toi. Je prends 2 oiseaux, tu les attaches ensemble. Même s'ils ont 4 ailes, ils ne peuvent pas voler. Seuls peuvent voler. Bon. Alors, tu es autonome, tu viens me voir, je vais peut-être te donner une pomme pour te faire vivre un bout de temps, et je dois t'éduquer si cela me plaît. Mais t'éduquer, si je t'éduque moi, ça ne sera pas comme tu vas vouloir. Et tu seras frustré, c'est un âme normal, tu as sacré ton camp à voir un autre maître. Tant mieux. Il y a des maîtres qui ont besoin de disciples, tu vas leur remplir les écoles. Moi, je garde mes pommes. Sinon, ben, je vais m'organiser pour que tu apprennes. Et si tu es dans un état à ne rien faire, tu vas devoir apprendre par la souffrance. Tu vas me traiter de cochon, de chien, d'avare, de tout ce que tu voudras. Et à un moment donné, tu vas être riche. Tu vas encore me traiter de cochon, de chien, d'avare, mais tu vas avoir tes pommes. Puis là, si quelqu'un va venir te demander des pommes, ben, si tu en donnes la moitié, puis tous les semaines, il revient, à un moment donné, tu vas avoir encore tes paniers vides. Alors, c'est extrêmement important dans le partage de voir les choses, de voir les conditions. Moi, je n'ai pas à prendre sur mes épaules la stupidité des autres. Un enfant ne peut pas comprendre, il n'a pas le mental, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Mais lorsque par son expérience, lorsque par sa vibration, lorsque par les événements, il peut apprendre et qu'il se refuse d'apprendre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas apprendre. Ce n'est pas qu'il se refuse, il ne peut pas, parce qu'on ne lui donne pas le cadre où qu'il pourrait apprendre, ben là, il faut lui donner le cadre. Il ne faut pas lui donner des pommes. Dans une gestion. L'autonomie, à un moment donné, elle doit se faire dans une société, dans une collectivité, dans une société, ou dans une collectivité extra-sociétaire. C'est-à-dire que je suis autonome, mais dans un cadre particulier, mon autonomie, elle est restreinte. Je dois donc quitter le cadre. Mais quitter le cadre pour un autre cadre où je suis encore plus restreint, où c'est pareil, c'est pas intelligent. Je suis autonome, je vais donc m'arranger pour construire mon cadre d'autonomie. C'est-à-dire que l'énergie extérieure, c'est une énergie intelligente. Lorsqu'une personne est capable d'arriver à coordonner ses désirs ou à coordonner l'expression créatrice qu'il émet dans la matière, il est automatiquement régi par une énergie supérieure. Cela ne veut pas dire qu'il se croit plugué à Dieu ou à un extraterrestre. C'est pas nécessaire que tu t'imagines être plugué aux nuages pour exprimer de l'énergie extraterrestre ou divine. Alors donc, l'être qui est intelligent, qui est capable de coordonner, est autonome ou se dirige vers une autonomie de plus en plus complète. Et lorsqu'il est capable de construire son cadre même d'expression, il matérialise complètement l'autonomie extraplanétaire. Cela veut dire que l'extérieur ne vient plus l'influencer. Et je ne parle pas, tu bâtis une maison, tu bâtis un village, tout est bien. À un moment donné, il y a une guerre, on balaye ton village. Ça ne change rien à toi. L'extérieur ne laisse pas de traces dans ta psychologie parce qu'il n'y a plus de relation entre l'extérieur et toi. Il y en a une entre toi et l'extérieur. Tu perçois l'extérieur, mais l'extérieur n'entre plus chez toi. Il ne te manipule plus.
Alors, ce n'est pas parce que dans la matière, une chose reste ou disparaît que tu n'es pas autonome. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué à comprendre l'autonomie. Je suis autonome si j'ai une auto. C'est pas vrai quand t'as pas de char, t'es pogné. T'es pas autonome. Je suis autonome si j'ai une femme. C'est pas vrai. Quand tu n'as plus, t'es plus autonome, t'es pogné. Je suis autonome si tu gagnes à la loterie. C'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, tu seras plus autonome. Tu n'auras plus d'argent. Si ton autonomie est représentée par l'extérieur, elle est assujettie à disparaître en même temps que l'extérieur. Alors, tu n'es pas autonome. Moi, j'ai pas d'argent, je peux être autonome. Puis si je suis autonome, fais-moi confiance qu'à un moment donné, je vais avoir de l'argent. J'ai de l'argent, je suis autonome aussi. Je suis autonome de par moi-même. C'est moi qui va donner le pas à l'extérieur. Et je ne veux pas dire par là qu'il faut que je manipule tout le monde. Ce n'est pas l'être humain que je dois manipuler. Je dois m'empêcher d'être manipulé par l'être humain. Et je dois manipuler la matière. C'est pas pareil. Et si l'être humain se laisse manipuler par la matière que je manipule, c'est de l'oignon. Plus des miennes. Ça se peut-tu, Daniel, que ce soit le premier cadre qui est difficile à matérialiser? C'est le tien. Ouais, celui-là que tu as fait de A à Z. Après ça, du moment que tu deviens autonome, tu deviens conséquentiel. Tu es un être conséquentiel, donc un être mental qui voit les conséquences. Et étant mental, conséquentiel, autonome, tu vas donc être capable de créer du neuf. Tu peux pas créer du neuf si tu n'es pas autonome. Si tu n'es pas autonome, tu es assujetti à la masse. Si tu es assujetti à la masse, tu es assujetti à la tradition, à l'expérience, à tout ça. Tu peux pas créer du neuf. Tu es assujetti aux autres. On veut une nouvelle affaire qui ferait telle affaire. Tu peux le créer. Mais c'est pas du neuf. Ça fait plusieurs années qu'on le pense. Mais à un moment donné, tu arrives, tu déclares quelque chose qui n'a jamais été entendu, qui n'a jamais été lu. Tu fais quelque chose qui n'a jamais été pensé. Tu es autonome. Tu es libre de la masse. Tu es au-dessus de la masse. Tu es autonome. Mais l'autonomie première, dans la masse, va commencer lorsque l'homme va être capable, comme tout à l'heure on disait, dans une réaction collective, d'agir en fonction de lui. Et je ne veux pas dire agir égoïstement pour lui. La personne qui écrit et qui veut sortir a agi égoïstement pour lui. La personne qui ordonne et qui commande agit aussi pour lui parce que ça lui plaît d'ordonner, parce qu'elle est manipulée pour le faire. De toute façon, ça ne change rien. Alors, mettons l'égoïsme de côté, tout le monde est égoïste. C'est normal. On a un instinct de survie, il faut qu'on s'en serve. Puis c'est pas important qu'un ou l'autre meure. Mais tu es autonome, toi, parce que tu n'es pas assujetti à l'expérience traditionnelle de la masse. Tu es dans un cinéma qui brûle, tu ne seras pas écrasé, tu vas être capable de t'en sortir. Si tu meurs, tu mourras, mais tu ne seras pas un de ceux qui aura réagi comme la collectivité. Une personne autonome va souvent être une personne qui fait un parti politique, est une personne qui se rapproche de l'autonomie. Mais un président de compagnie se rapproche aussi de l'autonomie. Certains sont complètement manipulés. Mais il y en a certains qui se rapprochent de l'autonomie. Un policier, dans l'exercice de ses fonctions, à un moment donné, doit être autonome. Et il peut exprimer l'autonomie seulement s'il vit une expérience où il n'a pas d'expérience. Parce que s'il vit une expérience où il a eu de l'expérience, parce qu'il l'a appris ou parce qu'il l'a vécu, il agit à partir de ses mémoires. Donc, il réagit. L'extérieur, fouille en dedans, sort l'expérience, il agit en conséquence. Si c'est mentalement intelligent, tant mieux. Mais si ce n'est pas intelligent qu'il agisse comme ça, là, il risque d'avoir des problèmes. S'il est autonome, il saura pouvoir faire face à l'événement, même s'il n'a pas d'expérience, et là, lui créera l'expérience. Donc, l'être que tu parles, avec tes niveaux de conscience que tu parles, il est plus assujetti à son expérience, c'est là. Non, un être qui est autonome est libéré de la manipulation planétaire, donc de ses mémoires, de la mémoire, de la matière planétaire, de tout ce qui pourrait venir l'influencer. Moi, je m'en vais rendre, j'ai un accident de char. Moi, je débarque, je laisse mes papiers, mon char est plus bon, je laisse mon towing viens chercher ça, puis je continue à faire ma conférence. Je m'assois ici, puis je fais ma conférence, je pense pas à mon char. Puis je pense pas à rien de ça. Sinon, je suis manipulé. Je suis pas autonome. Il suffit qu'il m'arrive n'importe quelle bébelle dans la matière pour complètement me transformer. J'appelle pas ça autonome. J'appelle pas ça non plus évoluer. Moi, j'évolue, ça va bien, je sniffe de l'encens tout bout de champ, je prends un peu de Marie, je prends des bains d'eau chaude avec de l'eau de mer qui me coûte 45$ le gallon. J'évolue, c'est incroyable. Tout le monde à côté, c'est tous des débiles. Quand je leur parle de machin chouette, ils me comprennent pas. Puis là, je vais voir mon maître tous les semaines, puis je m'envoie sniffer sur ses bras, puis tout va bien. Puis là, j'évolue, c'est incroyable. Puis d'un coup, il y a un maudit fou qui rentre, paf, et tu mon maître. Ah là, comment tu évolues? Ben c'est ça, t'étais autonome jusqu'à temps que tu découvres que t'étais pogné.
quand tu découvres que tu étais pogné, ben là, tu es pogné en maudit. Mais tu n'as jamais été autonome. Tu as cru être autonome. Tu veux embarquer dans un projet et tu es un être autonome, parfait. Tout le monde disparaît, tu continues. Tu es autonome. Sauf si tout seul, tu ne peux pas le faire réellement. Ben là, tu ne le fais pas. Pas fou. Mais si c'est parce que tu as besoin du dynamisme des autres pour te booster, pour te motiver, tu n'es pas autonome. Quand est-ce que tu es autonome? Ceux qui se lèvent, qui vont travailler parce que, bon, ben là, il est l'heure, hein, mais t'es en retard, sont manipulés. Celui qui se lève, qui va travailler, puis qui arrive, il regarde, il n'a pas besoin de se dépêcher parce qu'il va être en retard. Ben, il est un peu plus autonome. Parce que tu te lèves parce qu'il y a une heure, tu t'obliges de te lever. Mais si tu te lèves toi-même parce que tu as l'énergie de te lever, tu as l'énergie de travailler, tu as l'énergie de créer, tu es plus autonome. Et plus tu vas te libérer des choses extérieures, plus tu vas être capable d'agir dans l'extérieur, et moins l'extérieur va agir en toi, plus tu vas être autonome. Jusqu'à un moment donné où tu restes assujetti au plan supérieur, mais où tu assujettis le plan inférieur. Là, c'est l'autonomie totale. Bon, l'homme va arriver là, mais l'homme qui va arriver là ne sera pas psychologique, parce qu'imagine-toi deux gars qui arrivent là et qui ne s'entendent pas. Ce sera pas beau. Il faut que les êtres soient mentales. Et quand tu es mental, ben, les choses logiques sont logiques pour toutes les logiques. Dans le plan planétaire, évidemment. Donc, l'autonomie va finir par permettre aux êtres autonomes, à un moment donné, de créer un cadre où ils vont pouvoir exprimer leur autonomie, où le cadre va pouvoir leur permettre de continuer à développer leur autonomie. Autonome, cela veut dire que tu ne dépends plus. Et dans votre psychologie, vous dépendez d'énormément de phénomènes. L'autonomie va commencer à vous libérer de ces phénomènes. Et il y a une maudite différence entre se foutre de quelque chose et d'en être libéré. Se foutre de quelque chose, c'est d'essayer d'exprimer pour se convaincre qu'on en est détaché. C'est ça, se foutre de quelque chose. Et être détaché de quelque chose, cela veut dire que je suis capable, si c'est intelligent, de m'en occuper. Si c'est pas intelligent, je m'en occupe pas. Mais ça ne fait rien en moi. Quelqu'un qui se fout de quelque chose peut même le laisser se détruire. Même si ce serait intelligent qu'il ne se détruise pas. Moi, je me fous de ma job. J'ai les cheveux longs. Si le boss veut pas, il me mettra pas. Fait que je m'en vais là, le boss veut pas, il m'apporte. Je m'en fous, moi, je suis pas pogné, moi. Bon, t'es peut-être pas pogné, toi, mais toi, t'es pogné en maudit. Parce que tu vas être obligé de t'assujettir au reste de la société. Aux lois qui régissent ces assujettissements. Puis à la limitation de ton expression, puis à la limitation de plusieurs phénomènes. Alors, ce qui fait que tu t'en foutais, mais tu n'étais pas libre. Si tu tenais tes cheveux, tu t'appelles ça libre, toi. Tu n'étais pas libre du tout. Quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui se fout de rien et qui n'a pas d'importance à rien. Lui, il peut agir librement, intelligemment, sécuritairement, sûrement, puis dégager. Mais si tu prends quelque chose qui devient utile pour toi, cette chose utile, elle redevient essentielle. Parce que dans la psychologie, c'est ça qui se passe. On a des choses essentielles. Entre l'essentiel et l'utile, il y a une marge. La psychologie, diplomatiquement, déclare une chose utile. Et lentement, la chose utile, elle en a de plus en plus besoin. Ce qui fait qu'il y a un moment donné où la chose utile devient une chose essentielle. On en a plein de choses essentielles présentement qui n'existaient pas il y a 20 ans. Puis qu'on ne pourrait pas vivre sans ces choses-là, c'est évident. Puis si on retourne à l'époque des Romains, ben, moi, dit franchement, on se demande comment ils ont fait pour arriver à vivre. Puis eux autres avaient aussi des choses essentielles. Parlant des Romains, c'est une affaire bien amusante. Savez-vous pourquoi que l'homme embrasse la femme et que la femme embrasse l'homme? Mais ça part de l'époque romaine, et quand le mâle, l'homme, arrivait de travail, il embrassait sa femme pour voir si elle avait bu. Et puis c'est resté comme tradition. Alors, c'est une manipulation très amusante qui fait que maintenant on exprime l'amour par l'embrassade, alors qu'à l'époque c'était réellement original. C'était simplement pour goûter, voir si la femme elle avait bu. Alors, la manipulation, l'autonomie fait qu'à un moment donné, on se dégage tranquillement, lentement, de tout ce qui à l'extérieur vient nous manipuler. C'est difficile, c'est fortement possible, mais ça n'empêche pas que c'est intelligent. Et c'est pas parce que c'est difficile que c'est stupide. Vous êtes un être humain. Ben venez-vous-en avec moi, on va aller en pleine forêt. Et puis là, on va se mettre plusieurs, puis on va commencer à penser, voir si on devrait construire une ville de Montréal. Tout le monde va penser que je suis un fou.
Puis on est dans une ville qui s'appelle Montréal. Puis essayez de vous imaginer comment on peut faire pour construire ça. Hein? Il fait 5 ou 6 degrés plus chaud à Montréal, parce qu'on chauffe l'extérieur. Toutes les grandes villes, c'est pareil. Essayez juste d'imaginer le nombre d'égouts, le nombre de tuyaux, le nombre de rues, le nombre de feux de circulation, toutes les pancartes, tout le système juste matériel, puis je vous parle même pas du système humain à l'intérieur de la ville de Montréal. Puis vraiment, c'est encore bien plus difficile à créer ça. On l'a créé facilement, parce qu'on n'a jamais pensé qu'on le ferait. Donc, on n'a jamais pu voir que c'était infaisable. On y allait petit morceau par petit morceau. On n'a jamais vu que c'était infaisable. Fait qu'on l'a fait. Arrivé à être autonome, si on voit la fin, puis on voit où ce qu'on est, puis qu'on regarde le chemin, on se tape la tête ses murs. Mais si on voit l'intelligence du cheminement, ben maintenant il reste rien qu'à cheminer. Ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est pas l'homme qui va accélérer son autonomie. L'homme qui veut aller plus vite, il est pogné. Il est pas autonome. Alors, même si ça paraît grand ou ça paraît n'importe quoi, l'homme a le temps. Et à un moment donné, on en arrive à être autonome. Alors, une petite conclusion bien rapide. L'autonomie, c'est lorsque vous influencez l'extérieur, mais que l'extérieur vous influence plus selon les critères de la masse. C'est sûr que s'il n'y a plus d'air dans la pièce ici, ça va m'influencer. Je suis parfaitement autonome parce que je vais réagir d'une manière totalement différente de ceux qui ne sont pas autonomes. Si quelqu'un crie, s'il y a de l'air, tout le monde se garoche. Fait qu'il n'y a plus d'air.